coup, ce soir, on a voulu faire le point. Déjà parce qu'il y a pléthore d'offres proposées par des banques classiques de livrets soi-disant durables. Il y a 2 ans, on avait montré un documentaire là-dessus qui montrait que, en fait, souvent, ces livrets participent à financer des projets contre nature. Et donc là, on a voulu continuer à travailler donc, avec Reclaim Finance, qui est représenté ce soir par Raphaël, qui va nous présenter une étude qui s'appelle Banking on Climate Chaos et qui parle justement du rôle qu'ont les banques traditionnelles dans finalement le financement d'énergie fossile. Et outre cette étude, on a voulu aussi vous présenter des alternatives avec la question des fermes agroécologiques et la question des oasis qui vous sera présentée par Timothée. Donc si tu veux dire un mot sur ton rôle à la coopérative. Je rejoins la COP pour m'occuper de la stratégie de financement. Enfin, la coopérative Oasis, du coup, on fait 3 choses. On fait de l'accompagnement. D'abord, l'accompagnement des porteurs de projets sur les aspects juridiques, financiers, urbanisme et gouvernance. Putain de facteur humain. Je suis dans un habitat. On fait de la formation. Un incubateur en fait, on est à la 5e promo et il y a 200 porteurs de projets qui ont été formés là, sur les dernières années. Et puis on fait de la collecte d'épargne citoyenne pour pouvoir financer des habitats partagés. Et depuis 7-8 ans, on a financé comme ça une 40aine de projets, si mes souvenirs sont exacts, et on a accompagné au global une 100aine de projets sur les 1400 que compte à peu près le réseau des habitats partagés. Sachant que la COP, on est issu à l'origine du mouvement des colibris. Vous connaissez Pierre Rabhi. Voilà. Ouais, super, merci. Vous voulez rajouter un mot de présentation sur vos structures en introduction? Peut-être tout à l'heure. Ouais. Moi aussi j'ai. Vas-y. Non, mais j'ai une petite slide. Ok, super. Ce qu'on fait, ça permettra de. Bonsoir. Bonsoir. Alors bienvenue, on rentre tout de suite dans le vif du sujet avec la présentation de cette étude menée par Reclaim Finance sur le financement des énergies fossiles par les banques. Oui, bonjour tout le monde. Je voudrais commencer par ce chiffre, donc les 67 milliards de dollars. Et avant de vous expliquer ce que c'est, je vous invite à prendre une seconde pour réaliser le gigantisme de ce montant. Et ces 67 milliards, c'est le montant qui a été alloué par les 4 grandes banques françaises à l'expansion fossile entre 2021 et 2023. Donc sur 2 années, les 4 grandes banques françaises, la BNP Paribas, le Crédit Agricole, la Société Générale et le groupe Banque Populaire Caisse d'Épargne ont alloué ces montants à l'expansion pétrolière et gazière. Et qu'est-ce que c'est l'expansion ? C'est un mot que je vais pas mal utiliser. C'est le fait de développer en fait, de nouveaux projets de pétrole et de gaz. Et pour comprendre un petit peu le métier d'une banque, parce que souvent on se dit que c'est un peu flou, on a ce petit schéma qui vous explique un peu l'impact que peut avoir votre argent à la banque. Donc vous n'arrivez peut-être pas tous à lire de loin, donc je vais vous l'expliciter. Quand vous êtes un particulier, vous allez placer votre argent, que ce soit sur un compte courant ou sur un livret d'épargne. C'est ce qu'on va appeler un dépôt. Ce dépôt, c'est les banques qui vont les accueillir. Et à partir de là, elles peuvent faire 3 choix. Soit elles vont aller financer directement un projet en faisant un prêt à un projet, que ce soit le projet, si vous voulez faire un crédit à la consommation, un prêt immobilier, etc. Ça va être ce genre de financement. Mais ça peut être aussi des financements directs à des projets de pétrole, de gaz ou alors des projets d'énergie renouvelable. Donc là, il y a déjà un premier choix de la part des banques. Le deuxième, ça va être de faire un prêt à une entreprise, c'est-à-dire que ce soit le boulanger du coin ou Total Energy, va aller voir une banque pour dire qu'elle a besoin de financement pour financer son activité, quelle qu'elle soit. Et donc là, toujours pareil, on peut choisir de faire un prêt à une entreprise qui va développer des énergies renouvelables ou alors un prêt à une entreprise qui va développer des projets fossiles. L'autre mission d'une banque, mais c'est un côté un peu technique, donc je vais essayer de l'expliquer assez rapidement, c'est d'aider à émettre des obligations. Les obligations, c'est des espèces de prêts sur le marché financier. En fait, une entreprise, ça va être des entreprises de très grosse taille, type Total Energy, qui vont avoir besoin de lever des quantités énormes d'argent sur le marché financier, et c'est une banque qui va servir de relais pour aller chercher cet argent-là. Et là, toujours pareil,
la banque elle peut choisir l'entreprise qu'elle va aider dans ce secteur-là. Pour vous donner une petite idée, cette année, Total Energy a levé 10 milliards de dollars sur les marchés financiers, sur 3 obligations différentes. 2 ont été soutenues par le groupe Banque Populaire Caisse d'Épargne et une par la Société Générale. Et pourquoi est-ce que je parle beaucoup d'énergie fossile? C'est parce qu'on a derrière nous, quand on parle d'énergie fossile, des recommandations scientifiques qui sont claires, que ce soit le GIEC, l'Agence internationale de l'énergie, qui sont loin d'être des alliés à notre cause sur tous les sujets, mais qui regroupent des scientifiques qui réfléchissent au scénario énergétique, qui vont nous dire que si on veut limiter le réchauffement à plus 1,5 degré, il faut plus d'expansion fossile, donc plus de nouveaux projets pétroliers et gaziers. Les projets qui existent aujourd'hui, ils vont aller en fin de vie, parce qu'on ne peut pas se débarrasser du pétrole et du gaz du jour au lendemain. Mais par contre, des nouveaux projets, on n'en a plus besoin. Et c'est aussi l'ONU avec une déclaration d'Antonio Guterres, que je ne vais pas vous lire là, mais qui explique que les institutions financières doivent se détacher des énergies fossiles. Et donc quand je vous parle d'expansion fossile, pour vous donner un ordre d'idée, c'est ça, 1014 projets pétroliers et gaziers qui sont actuellement en cours de développement ou d'évaluation. C'est-à-dire qu'on pourrait avoir, dans les prochaines décennies, 1014 projets de plus quand la science dit qu'il en faut 0. Et c'est des projets, donc, enfin, oui, cette donnée-là, c'est pour vous faire comprendre qu'il a encore temps d'agir, parce qu'il y a 1014 projets à bloquer avant qu'ils voient le jour. Et je vais prendre 2 petits exemples, parce que vous avez peut-être déjà entendu parler du projet de Total Energy qui s'appelle EACOP, qui est un projet, un méga pipeline en Ouganda qui a fait pas mal de bruit, mais c'est un des projets de Total. On en a 2 autres là. Le projet Papo LNG, qui est un projet, le LNG, c'est donc du gaz naturel liquéfié. C'est du gaz qu'on va aller chercher dans la terre, qu'on liquéfie pour le transport, et qui sera ensuite consommé sur nos territoires occidentaux en majorité. Donc le projet en Papouasie-Nouvelle-Guinée, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, c'est un des pays qui est en première ligne face au réchauffement climatique, qui a déjà des impacts désastreux sur ces communautés liées à des inondations, la montée des eaux. Et un autre projet, c'est le projet Mozambique LNG, qui est une immense bombe carbone. C'est un des plus gros projets en développement de Total Energy. Le projet actuellement il est en pause parce qu'en 2020 il y a eu des attaques terroristes sur le site du projet qui ont mis le projet à l'arrêt pour cas de force majeure. Et aujourd'hui Total essaye de le relancer alors que je vous invite à lire une enquête de Politico qui date de septembre dernier et qui parle des massacres qui ont eu lieu et du fait que Total savait qu'il y avait des problèmes sur le site. Mais l'a laissé sous silence et aujourd'hui essaye de relancer le projet alors que la zone n'est toujours pas pacifiée. Et voilà, on a des cas vraiment horribles d'atteinte aux droits humains. Et en fait, c'est un sujet qui se retrouve dans tous les projets fossiles. Là où Total développe des fossiles, notamment en Afrique, il y a systématiquement des problèmes. Et pourquoi est-ce que Total Energy est aussi actif en Afrique? C'est parce qu'ils sont à la recherche, et c'est un aveu même de Patrick Pouyanné, le directeur de Total, à la recherche de ces pays dans lesquels le cadre légal est moins contraignant que dans des pays européens ou aux États-Unis. Et donc ça leur permet de développer des projets plus facilement sans avoir autant de contraintes que ce qu'ils auraient s'ils développaient des projets fossiles ici. Rapidement, pour vous expliquer ce qu'on fait à Reclaim et ce qui fait qu'on a toutes ces données que je vous présente là, on est une ONG de recherche et de campagne qui vise à transformer le système financier. Et pour ça, on s'appuie sur 3 leviers. Le premier, c'est la recherche. Donc, on a toute une équipe qui est dédiée à ça, qui va regarder les flux financiers, les stratégies des entreprises pétrolières et gazières pour regarder quelles sont la part des financements qui vont vers les énergies renouvelables, quelles sont la part qui partent toujours vers l'expansion pétrolière et gazière. Et qui vont faire des recherches. C'est ce qu'on avait tout à l'heure sur le chiffre des 67 milliards. Ça, c'est une recherche qu'on fait chaque année. Donc, c'est le Banking on Climate Chaos, ce rapport qu'on fait chaque année avec des ONG environnementales partout dans le monde, où on va chercher justement les flux financiers aux fossiles pour les mettre en avant. La deuxième, c'est une stratégie d'engagement, c'est-à-dire qu'on va aller à la rencontre directement des acteurs financiers pour les mettre devant ces données qu'on est allé chercher et leur faire des recommandations sur le fait d'arrêter de soutenir les nouveaux projets directement, mais aussi sur le fait de contraindre les entreprises qu'elles accompagnent pour qu'un des critères ce soit l'arrêt de l'expansion. Et le dernier, c'est la campagne. Ça, c'est pour mettre publiquement un rapport de force quand on n'est pas entendu par les acteurs financiers.
Et donc ça va être de la communication auprès du grand public pour marquer un petit peu le coup. Ça va être de la campagne construite avec des partenaires, que ce soit les Amis de la Terre, Extinction Rébellion, des activistes qui vont se mobiliser sur le terrain pour justement mettre ces lignes de front et contraindre les acteurs financiers. Et oui, la question qu'on se pose, bon vous l'avez déjà un peu la réponse parce que je l'ai spoilé avec les 67 milliards, mais c'est les banques françaises sont-elles vertes? Et c'est vrai qu'on peut se poser la question, tellement on voit la grande communication, que ce soit de tous les acteurs, j'ai oublié la Société Générale dans la diapo, mais elle fait pareil, où les banques se vendent sur leur capacité à transformer la société, à accompagner la transition. Et donc est-ce que c'est vrai? Vous avez déjà un élément qui vous dit que non avec les montants qui sont encore alloués à l'expansion. Mais on a cette petite slide sur la folle course des banques françaises qui ne se presse pas non plus trop. Mais voilà, juste un petit comparatif pour dire que le groupe BPCE, c'est vraiment le groupe le plus retardataire puisqu'il continue encore à financer des nouveaux projets de gaz. Là où les autres banques se sont détachées des nouveaux projets. Derrière, on a la Société Générale qui, elle, exclut aussi les projets de gaz mais continue à financer sans condition les entreprises qui développent des nouveaux projets. Et c'est ça le cœur du problème. Si on prend le chiffre tout à l'heure des 67 milliards, quand on regarde les flux financiers aux fossiles, c'est 95% qui passent par des soutiens aux entreprises, 5% sur le financement aux projets. Donc ces deux-là, elles ont pris des engagements sur les 5%, celle-ci aussi, celle-là même pas. Et donc Crédit Agricole et BNP sont un peu en avance par rapport à elles parce que l'exclusion des projets c'est acté, sauf sur le gaz naturel liquéfié, ce qui revient au problème sur le Mozambique notamment où toutes les banques pourraient le financer. En revanche, Crédit Agricole et BNP sont allés un peu plus loin en excluant les obligations. Donc l'élément que je vous mentionnais tout à l'heure, qui est un des gros moyens de financement des énergies fossiles, celui-là, la BNP et le Crédit Agricole s'en sont détachés. Et je finis avec cette note d'espoir pour vous dire que la campagne ça marche et que hier, donc l'info est vraiment breaking news, BNP Paribas a déclaré qu'elle n'investirait plus dans les obligations des entreprises pétrolières et gazières. Et donc ça, c'est à côté des banques, on a des investisseurs. Donc dans le groupe BNP Paribas, on va avoir le groupe BNP Paribas Asset Management, qui en gros veut dire investissement, et qui a dit qu'elle n'allouerait plus de capitaux à ces nouvelles obligations. Donc là, c'est une étape de plus. Elles sont encore loin, mais la campagne, ça marche. Donc c'est la stratégie pour laquelle on opte chez Reclaim. Mais à côté de ça, parce que là, on parle des géants de la banque, ce qui les fait bouger, c'est les campagnes, leur mauvaise image à force de continuer et de persister dans les énergies fossiles, mais c'est aussi l'existence d'alternatives. Et ça fera la transition vers la suite, puisque dans les alternatives, il y a des banques qui font mieux que BNP, Crédit Agricole, Société Générale et le groupe BPCE. On a par exemple la Banque Postale, le Crédit Coopératif, ou des néobanques comme Gringot ou Helios. Et après, on a des acteurs de l'épargne solidaire qui, elles, vont encore plus loin, puisque là, c'est vraiment l'idée de s'attacher, et vous l'expliquerez mieux que moi, à un projet précis. Et ça permet d'avoir une vision plus complète, parce que tout ce que je vous ai dit, c'était sur les énergies fossiles uniquement, parce que c'est ce sur quoi nous, on a une expertise et où on a énormément de données accessibles. Mais il y a plein d'autres sujets sur lesquels nous, on n'a malheureusement pas encore le temps de développer l'expertise, que ce soit sur les pesticides, sur la déforestation, sur le transport, ou même les banques plus éthiques, on n'a pas encore de visibilité complète sur ce qu'elles font. Et par exemple, on sait que la Banque Postale a participé au premier financement de la 69. Alors, elle est dans un bon côté sur les fossiles, mais sur ce genre de sujets locaux, il y a encore des progrès à faire. Merci beaucoup. J'ai envie de te poser quelques questions, puis après on donnera aussi la parole à la salle. Est-ce que vous avez une action à la COP 29 là, qui vient de se terminer à Bakou? Nous, on l'a suivi de loin. Ça fait quelques années que les COP, on n'arrive pas vraiment à obtenir de grandes avancées, et les COP sont plus malheureusement axés sur le financement public. Donc on a du mal à nous faire passer des narratifs. On a plutôt des gens du réseau Action Climat qui participent pour essayer d'obtenir des avancées. Mais nous, on suit plutôt de loin le sujet. Je sais que j'ai un collègue qui a suivi et qui a fait un petit bilan, mais j'avoue que j'ai pas eu encore eu le temps de le lire. Pas présent. Non, on n'était pas présent. Et quand tu parlais du groupe BPCE, j'étais curieuse parce que du coup le Crédit Coop, il en fait partie, mais du coup c'est hors Crédit Coop, c'est ça? C'est ça. En fait, le groupe BPCE, il est un peu particulier. La BNP ou la Société Générale, c'est des groupes très descendants.
Chez le groupe BPCE, c'est une fédération, et donc c'est plutôt le modèle inverse, c'est-à-dire que les branches Banque Populaire, que ce soit le Banque Populaire, Île-de-France, Nouvelle-Aquitaine, etc., sont actionnaires du groupe BPCE, et donc c'est plutôt dans l'autre sens. Et le crédit coopératif a des garanties dans le sens où ils ont leur politique de financement propre, et le groupe BPCE ne peut pas dire à Crédit Coop, non, votre politique, on n'en veut pas financer les totales. La crédit coopératif a son autonomie dans le groupe, qui lui permet d'être plus vertueux que le reste, heureusement. Et tu nous parlais de votre victoire, là, du coup, à travers des campagnes. Quel levier vous avez pour agir sur ces mastodontes, en fait, qui ont clairement, j'imagine, beaucoup plus de moyens que vous, ne serait-ce en termes de communication? Ouais, bon, alors l'avantage de tout ça, c'est que, et de tous nos combats, c'est qu'on a la science avec nous. Donc on a cette expertise qu'on arrive à développer, et sur les argumentaires, ils vont être perdants, parce que nous, on a la science, donc on a un peu l'argument ultime. Maintenant, ça ne suffit pas à les convaincre, parce que sinon ils seraient tous vertueux. Et donc c'est ce que je disais dans le côté engagement et campagne, on va essayer de mettre le rapport de force publiquement. Et c'est nos communications qui en fait marchent, parce que même si on a des moyens qui sont démesurément petits comparés à ceux de la BNP, les journalistes sont preneurs de nos arguments et de nos avis, le grand public est preneur de ça aussi, et ces dernières années, BNP Paribas, j'ai dit que c'était une victoire, c'est pas une victoire que de Reclaim Finance. BNP Paribas, depuis 2-3 ans, ils sont sous le feu de plein de projecteurs, que ce soit les Amis de la Terre, Oxfam, Notre Affaire à tous qui les ont attaqués en justice, que ce soit des activistes qui, et Extinction Rébellion, ils vont repeindre les locaux de BNP assez régulièrement pour justement faire des images, choquer des passants qui vont passer, se dire qu'est-ce que c'est que cette banque toute repeinte en noir. Et donc systématiquement, il y a des petits flyers qui expliquent. Et donc en fait, c'est ça, nous souvent ce qu'on dit, c'est que si on veut faire pression sur Total Energy, son image, elle s'en fout. Quand on a besoin d'aller faire le plein, il n'y a pas beaucoup d'alternatives. Et si on ne va pas chez Total, on va aller chez Exxon, ça ne change pas grand-chose. La banque, elle, il y a des alternatives qui existent, que ce soit pour les comptes courants ou pour l'épargne. Et donc, son image publique, elle y tient. Et donc, en touchant son image publique, on arrive à la forcer à bouger. Et encore une fois, c'est une victoire, une avancée, qui est pour le coup assez énorme sur BNP. Mais on est encore loin du compte, et notamment par exemple BNP pourrait demain faire un prêt à Total Energy. Elle ne peut plus émettre d'obligations, mais elle pourrait faire un prêt. Donc ça revient quand même à continuer à financer l'expansion fossile. D'accord, merci. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Helios, Greengot, vous avez peut-être entendu parler de Lydia, qui permet de faire des paiements entre amis. C'est les trois, disons, les plus connus. C'est pas des vraies banques, c'est-à-dire que c'est pas elles qui gèrent directement votre argent. Elles vont avoir besoin de placer cet argent dans on appelle ça un compte de cantonnement. Elles vont cantonner cet argent dans une autre banque. Et donc quand on regarde l'impact d'Helios, de Lydia, de Greengot, il faut aller regarder qu'est-ce qui se cache derrière. Et derrière Helios et Greengot, il y a le Crédit Mutuel Arkea, qui pour le coup a des bonnes pratiques et exclut l'expansion fossile. Derrière Lydia, il y a BNP. Donc notre argent qui passe dans les cagnottes pour les anniversaires chez Lydia, il est en fait à BNP, il n'est pas chez Lydia. Ils n'ont pas l'agrément en fait, de la Banque de France qui contrôle tout ça et s'assure que les acteurs sont suffisamment solides, etc. Ils n'ont pas cet agrément-là pour agir librement. Et les banques comme la Nef, tout ça, est-ce qu'ils rachètent parfois les prêts immobiliers? Parce qu'en fait, très fréquemment, on est déjà engagé auprès d'une banque quand on commence à être dans la démarche de changer. Et là, ça devient tout de suite un peu plus compliqué quand il s'agit d'être un peu avec la corde au cou auprès de quelqu'un. Ouais, c'est un des gros problèmes, et notamment les banques éthiques étant moins fructueuses malheureusement aujourd'hui, elles n'arrivent pas à proposer des services qui seraient suffisamment compétitifs. Alors même dans le fait de racheter, juste le fait de proposer un prêt qui soit plus intéressant que le prêt de BNP, ça va être compliqué. Il y en a qui arrivent à le proposer, il faut souvent accepter du coup d'y perdre en taux d'intérêt. La Nef, j'avoue que je ne sais pas s'ils font le rachat de prêts immobiliers. Je ne crois pas actuellement. Déjà du perso, c'est compliqué. Ouais, c'est ça. Et donc, la Nef a pris son indépendance là, il y a quelques semaines. On peut compter ça en semaines. Vu qu'ils ne sont pas là, j'en parle un petit peu. Et ça va leur permettre d'avoir un peu plus les mains libres pour aller sur potentiellement des nouveaux sujets et toucher plutôt aux sujets particuliers. Pour l'instant, du coup, ils le font.
Ils étaient avec quel groupe alors Ouais, ils étaient avec le Crédit Coopératif. Et en fait, ils avaient leur agrément. Une banque, c'est ça. Grosse banque. Pardon? C'est parti d'une grosse banque. Ouais, c'est ça. Bah, donc il y avait BPCE, à l'intérieur de BPCE, le Crédit Coopératif qui avait son indépendance et qui, du coup, avec ses pratiques un peu plus éthiques. Et à l'intérieur, la NEF, qui en fait avait un agrément, qui était une banque de plein exercice, mais dans le cadre de l'exercice Crédit Coop. Et donc là, en s'indépendantisant, ils ont un peu plus de la main libre pour proposer des nouveaux produits et aller sur des nouveaux sujets. Il faut continuer de faire partie du groupe BPCE. Non. Ah non. Non, là, ça y est, ils sont complètement indépendants du groupe BPCE. Okay. Donc c'est chouette. Yvan, donc, de la NEF, qui devait être là ce soir, malheureusement s'excuse, il a eu un problème de santé. En fait, la différence entre, par exemple, NEF et Green Dot, qui n'était pas une vraie banque, c'est que la NEF l'était, une vraie banque de plein exercice, mais elle avait son agrément avec le Crédit Coopératif. Donc elle n'était pas complètement indépendante. Là maintenant, elle a le même agrément de plein exercice, mais sans le Crédit Coopératif, donc elle est complètement indépendante. Et ça a demandé du coup là des années, ça a dû durer 1 an et demi ou 2 ans, je pense, de levée de fonds, pour en fait montrer que la NEF était solide, qu'elle avait du monde derrière elle, qu'elle était viable, parce que c'est un des gros critères de la Banque de France qui évalue tout ça. Et donc maintenant elle est indépendante. Et oui, un petit mot sur la NEF, comparé par exemple que ce soit même au Crédit Coopératif, Banque Postale ou toutes les autres, les grandes, un des gros avantages de la NEF, c'est le fait que chaque année il y a un rapport qui précise l'intégralité des financements. Donc il y a une transparence à la NEF qui est assez unique dans le paysage bancaire français, parce que chez les autres il n'y a pas ça. On aimerait beaucoup que BNP nous fournisse l'intégralité des financements chaque année. Ça nous éviterait d'avoir des débats méthodologiques avec eux. Mais c'est pas le cas. Quel rapport vous entretenez avec ces banques justement? Est-ce que vous êtes obligé de les contacter pour avoir des infos? Est-ce qu'ils se sentent un peu menacés par vous? On essaye de... C'est un peu la stratégie du good cop, bad cop, sauf que c'est nous qui faisons un peu les deux de temps en temps. On alterne entre notre visage good cop ou bad cop. Là, par exemple, on avait cette semaine un militant du Mozambique qui était avec nous et qui venait raconter ce qui se passe sur le terrain. On avait aussi le journaliste qui a écrit les enquêtes dont je vous parlais. Donc là, on y était un peu plus en bad cop, c'est-à-dire qu'on allait leur dire voilà tout ce qui s'est passé. On sait que vous êtes en train de réfléchir à financer ce projet et que vous nous dites que vous êtes attaché contractuellement, mais en réalité, vous pouvez encore sortir et il est temps parce que nous, on est là pour vous rappeler tous les impacts de ce projet. En termes d'image et même en termes de risque juridique, parce que là, la responsabilité de Total, elle est immense. Je ne sais pas si j'ai trop le temps de détailler ce qui s'est passé au Mozambique. Rapidement. Ouais, rapidement. Donc, il y a eu l'attaque. Il y avait des services militaires qui étaient à la solde de Total, qui étaient financés par Total pour protéger la zone. Et on s'est rendu compte avec une enquête d'un journaliste qui s'appelle Alex Perry que ces militaires avaient kidnappé 250 personnes dans un village à côté du projet et les avaient parquées dans 2 containers. Ils sont restés là pendant des jours et ils les faisaient sortir 10, 15 par 15 et ils leur tranchaient la tête. C'était de notoriété publique à l'intérieur des sous-traitants du projet et dans les villages environnants qu'il se passait ça. Et donc Alex Perry a trouvé des preuves que l'information était remontée aux équipes de Total. Donc là on est sur quelque chose qui est encore plus grave que le fait de... Les premiers articles partaient plutôt de non-assistance à personne en danger parce qu'il n'y avait pas des moyens qui avaient été mis suffisamment sur la table par Total. Là on est sur quelque chose de beaucoup plus grave parce que Total avait l'information et nous d'après ce qu'on voit dans les articles aussi, les banques avaient cette information aussi. Donc là, on a un peu haussé le ton par rapport à notre stratégie habituelle qui est d'aller les voir plutôt sur un ton plus sérieux pour rappeler la finance, pour rappeler la science, pour les appeler à bouger, pour faire un peu jouer la concurrence. Donc là, on est sur des thématiques qui sont beaucoup plus graves, donc on y va avec un peu plus de franchise. Mais sinon, on aime bien jouer la concurrence. Typiquement, là, ce que je mettais... Ça ils aiment pas. Savoir que BPCE c'est les retardataires, ça les pique un petit peu et donc ils ont envie juste de passer devant Société Générale. Donc on a malheureusement ça peut paraître des fois un peu ridicule face à l'urgence de la situation qui voudrait qu'ils aillent tous directement très vite. Mais en fait le moyen de les faire avancer c'est qu'il y en ait un qui dépasse et du coup ça va encourager Crédit Agricole à juste se mettre ici puis etc. Un peu cette course de petits chevaux qui se joue entre les quatre.
Est-ce que vous avez les chiffres globalement de ce que représente l'épargne solidaire en France? Et si ce n'est pas le cas, de son évolution, c'est-à-dire est-ce qu'on est quand même sur des signaux positifs en termes voilà, de progression dans les mentalités? Il me semble que c'est en progression constante. Je ne voudrais pas dire de bêtises. Il y a... ça moi je sais répondre. Ouais, Après l'épargne solidaire, c'est pas forcément l'épargne mise dans des livrets bancaires, mais ça regroupe pas mal de choses et il y a l'association Finansol qui sort un rapport annuel sur l'évolution de l'épargne solidaire en France et qui regroupe pas mal de catégories. Mais aujourd'hui, ça représente 30 milliards d'euros en stock versus 6 000 milliards pour la totalité de l'épargne des Français. Donc c'est 0,5% de l'épargne des Français qui est placée dans l'épargne solidaire. Et donc c'est tout petit, hein, mais avec une progression qui est assez intéressante, parce que c'est 15% par rapport à l'année d'avant. Et globalement, ça progresse de 10 à 15% tous les ans. Mais on part de tellement loin que ça ne représente encore qu'une petite partie de l'épargne totale des Français. Du coup, vous disiez que la plupart des banques commencent à retirer de plus en plus leurs investissements dans tout ce qui est énergie fossile. Est-ce que vous savez du coup où est-ce qu'elles reportent ces financements? Sur quels autres projets? Alors nous, ce qu'on leur dit, c'est qu'il faut absolument financer les énergies soutenables, notamment solaire et éolien, et éviter les faux pièges. Enfin, les faux pièges, non, les vrais pièges, type nucléaire, biomasse, etc. On n'est pas très fan. L'outil qu'on a pour mesurer ça, c'est qu'il y a ce qui s'appelle un ratio. L'Agence internationale de l'énergie, elle dit qu'à horizon 2030, pour $1 dans les fossiles, il faut $6 dans les énergies renouvelables. Et donc nous, c'est ce ratio qu'on va mesurer. Et donc on fait ce calcul chaque année de regarder est-ce que ce ratio il a tendance à évoluer, parce que du coup 6,1 c'est à horizon 2030, donc aujourd'hui il faudrait être à je sais pas 3,71. Ils y sont très loin, hein. Je crois que chez BNP c'est 1,85. Donc on est très très loin. Elle finance plus les ENR que les fossiles, mais à un taux qui est ridicule par rapport à ce qu'il faudrait. C'est dans cet ordre-là, c'est-à-dire que les trois autres sont en dessous d'un 85. Je crois que pour le coup sur le ratio, BPCE est un peu meilleur. Okay. Mais il finance l'expansion. Parce qu'en fait dans le 1 qui va au fossile, surtout c'est pas l'expansion, c'est 1 au fossile, c'est sur les projets qui sont existants et qu'il faut amener en fin de vie. Évidemment un projet il ne va pas en fin de vie sans nouveau financement, il faut accompagner la fin de sa vie. Et donc chez BPCE, le problème de ce ratio, c'est que dans la partie 1 fossile, il y a encore de l'expansion. Vers une société juste et soutenable, alors on va vous montrer quelques exemples voilà, qui donnent espoir. À commencer donc par celui des oasis. Alors Tim, c'est quoi une oasis? Une Toi oasis. qui vis dans une oasis. Strike. Ouais, moi je vis dans une oasis depuis 2 ans et demi. J'ai monté un projet d'habitat collectif avec quelques copains. Donc une oasis, c'est ça, c'est un habitat collectif. Et une oasis accompagnée par la coopérative Oasis, elle répond en plus, elle correspond aux valeurs de la COP. Donc il y a 5 grands points qu'on essaie de valider dans les projets qu'on va accompagner, les oasis. C'est du partage, de la mutualisation. C'est une gouvernance partagée pour tous. C'est la sobriété, c'est l'ouverture sur le territoire et c'est une certaine notion de souveraineté alimentaire. Ce qui ne veut pas dire qu'on produit tout sur place, mais chez nous, dans nos oasis, et qu'on on va privilégier des circuits courts. Voilà en résumé ce que c'est qu'un oasis. C'est un espace de vie dans lequel on habite. On peut avoir aussi des projets pro, c'est le cas chez nous, il y a à la fois un tiers-lieu, il y a de l'accueil du public et la location de salles, séminaires, etc. Alors on va vous faire une petite plongée en vidéo dans cet univers avec un premier éco-hameau qui s'appelle donc Versailles et qu'on a financé. Qu'est-ce qui toi, Tim, t'a amené sur la voie des oasis et parce que tu avais un mode de vie assez différent avant, il y a eu un déclic.
Ouais, moi je suis un pur produit Startup Nation. J'ai été dirigeant entrepreneur dans le numérique pendant 20 ans, donc voilà, j'ai monté des boîtes, j'ai levé des fonds. Et j'ai eu un premier déclic, je pense dans les années à peu près 2018, donc c'est relativement récent. Il y a eu plusieurs choses. Si j'essaie de résumer, pour moi, il y a eu à la fois un copain, l'écolo, un peu chiant, voilà, je sais pas si c'est ce copain-là, voilà, qui ramène toujours des sujets. Enfin, je me place dans mon ancien mode de vie, qui dit qu'il ne faut pas prendre l'avion, qui dit que le nucléaire c'est mauvais, etc. On en parlera tout à l'heure. Je suis plutôt de ton avis. Voilà, et donc lui, il avait planté la graine. Ensuite, j'ai eu ma compagne qui montait une boîte de mode éthique, voilà, qui m'a amené d'autres choses. Et puis Jean Covici. J'ai bouffé du Jean Co, je pense comme certains d'entre nous ici. Voilà. Et tout ça m'a fait basculer, m'a fait comprendre en fait de quoi on parlait. Et là, j'ai commencé à changer tout mon mode de vie. Voilà, et en particulier, donc j'ai vendu ma boîte, je suis passé à autre chose et j'ai monté un habitat collectif donc en Bourgogne. C'était vraiment pour moi une suite tout à fait logique dans le fait de baisser mon empreinte, d'améliorer mon empreinte carbone, d'améliorer mon impact environnemental et sociétal. Voilà, j'ai fait plein de trucs et puis à un moment, bah, c'était l'habitat collectif, c'était le pas d'après, voilà, c'était une évidence. Et donc, tu as connu la COP à travers la question de l'emprunt, parce que vous avez besoin de fonds pour ce projet. Voilà, et quand on veut monter un projet d'habitat collectif, c'est des projets, c'est du foncier, donc c'est des projets qui demandent un apport de capitaux assez important. Alors nous, c'était relativement limité, c'était moins de 700 000 €, mais quand même, il faut les trouver. On était 5 foyers fondateurs à l'origine. Donc il faut pouvoir aligner 700 000 €. Et puis c'est des projets en parallèle que les banques aujourd'hui ne comprennent pas. C'est vraiment des ovnis. Déjà, on monte une SCI, on est resté dans les choses assez classiques. Un banquier à qui on présente le projet, il ne sait même pas s'il doit nous envoyer vers le banquier particulier ou le banquier professionnel. Qui donne. On ne sait pas. Donc on s'est pris plein de vent avant enfin de se retourner vers la COP qu'on avait identifiée au début, mais voilà, on voulait quand même, enfin moi en particulier, je voulais quand même aller vérifier ce qui se passait dans le système, convaincu qu'en plus on avait un dossier sur les 700 000, on avait déjà sur les 700 000, on avait déjà 500 000, donc, voilà, tous avec des postes, des salaires sur lesquels sur le papier, mais c'est un non-sujet. Trouver 200 000 € alors qu'on avait, si on additionnait tous nos salaires, c'était à plus de 20 000 € mensuels. C'était un non-sujet pour moi. Et donc, finalement, on a contacté la COP, et après quelques échanges, on est rentré dans le process, échangé avec Mathieu, avec Hugo, et finalement, on a contracté un prêt de 200 000 € sur 10 ans à 2%. C'est à peu près le taux de participation moyen de la coopérative sur les projets qu'on peut accompagner aujourd'hui. Et donc combien de projets ont bénéficié de ce type d'accompagnement aujourd'hui? Alors, sur les accompagnements au sens large, il y en a une centaine de projets qui ont été accompagnés sur les aspects juridiques, gouvernance, etc., etc. Et financiers, j'ai plus le chiffre exact, on est à une cinquantaine. Une petite cinquantaine, c'est ça, de projets accompagnés depuis le démarrage de la COP. Et quelles sont les garanties? Parce que du coup, quand on devient sociétaire, on place quand même ses billes dans une structure. Est-ce qu'on est sûr de les récupérer? Alors, je suis aussi sociétaire, du coup, Bingo. Et donc, je me suis posé toutes ces questions-là. Est-ce que, voilà, comment la COP fonctionne? Alors, moi, je l'ai vécu de l'autre côté de la barrière. Donc les garanties que la COP demande au lieu qu'elle va accompagner, c'est ou des garanties hypothécaires, comme une banque, on va se retrouver devant le notaire pour prendre une hypothèque, ou des cautions personnelles. Et ça va dépendre un petit peu de la nature du projet, de la solidité. Et dans notre cas, encore une fois, on avait déjà 500 000 € de fonds propres, on avait besoin de 200 000, c'était un château, c'est un château en très très bon état. Et donc on s'est mis d'accord avec la COP pour apporter une partie de caution personnelle
Et on est donc chacun caution perso à hauteur de 10 000 euros. Et moi, en tant que sociétaire, pardon, je peux de l'autre côté de la barrière, quand j'ai mis un petit peu de mon épargne dans la COP, je trouve ça, mis à part le sens, évidemment, je trouve ça hyper rassurant que ce soit d'investissement dans de la pierre, finalement. Je vois aussi que sur la petite cinquantaine de projets qui a été accompagnés, il n'y en a aucun qui a fait défaut. Et en particulier, je pense que c'est l'une des clés du succès, parce que quand un projet est accompagné par la COP financièrement, il est aussi accompagné sur les aspects gouvernance, juridique, etc. On signe une convention en même temps, qui dure la durée du prêt. Donc là, on est engagé pendant 10 ans, nous, avec la COP, et on a 4 jours par an, minimum, d'accompagnement. Et ça, c'est aussi pour moi une garantie de succès. Enfin, je regarde le projet, je me dis on est 10 à travailler, donc il y a 10 fois moins de risques en fait, par rapport à un couple qui achète une maison au même prix, tous mes copains c'est ce qu'ils ont, il y a 5 fois moins de risques. Bah non, c'est 3 fois plus compliqué pour une banque, ce qui empêche qu'il y a plein de projets qui sont financés. Parce qu'il y a un risque dont tu as parlé un petit peu, qui est le risque humain quand même. C'est-à-dire que monter un projet collectif, ça présente des risques. Plus on est nombreux et plus ça peut se casser la figure, ou pas? Clairement. Alors, en fait, ce qui est sûr, c'est que plus on est nombreux et plus il va y avoir du turnover. Enfin, ou en tout cas, ça va demander un travail sur soi et sur le groupe. Nous, on a monté le projet très très vite, en moins de 3 mois. C'est-à-dire qu'on a fini de constituer le groupe en février, on a fait la proposition en avril et on est rentré dedans en juillet. Du coup, ce temps très très court, on le paye entre guillemets maintenant. Donc il y a eu du turnover, il y a déjà 3 foyers qui nous ont rejoints et qui sont repartis. Donc, voilà, ça fait aussi partie du... Maintenant, on a aussi... ça ne veut pas dire que le projet s'arrête. Voilà, c'est juste que ça fait partie de la vie et c'est un point fondamental à travailler. Parce que notre objectif, c'est pas qu'on continue à avoir un turnover comme ça, c'est vraiment de limiter. Donc si on veut soutenir des projets comme ça marche comment? Est-ce qu'il y a un montant minimum à investir? Sur combien de temps, etc. Alors au niveau de la coopérative Oasis, vous pouvez devenir sociétaire. Donc la part, le montant minimum c'est 1 000 euros. D'accord? Il n'y a pas de maximum. Voilà. Donc vous prenez une part de la société, la coopérative, que vous pouvez... c'est pas un don. C'est un investissement et vous pouvez ressortir, entre guillemets, quand vous voulez. On vous donne une garantie de liquidité, on s'engage à vous rembourser. Il faut savoir que si vous le souhaitez, on a l'agrément ESUS, donc ce qui vous permet de bénéficier d'une réduction d'impôt de 25%. Donc si vous prenez pour 4 000 euros de part de la coopérative Oasis, vous pouvez avoir une déduction d'impôt de 1 000 euros. Ça, c'est un mécanisme fiscal, et du coup, dans ces cas-là, l'État français vous demande de garder l'argent pendant 7 ans. Voilà. Donc c'est où vous décidez d'avoir une liquidité, du coup, il n'y a pas d'avantage fiscal. Avec l'avantage fiscal, l'État, logiquement, vous demande de garder... voilà. Et puis, donc c'est très très simple, vous nous faites un virement, tout est sur le site, et on est là avec Aurore, qui est derrière pour vous en parler à la fin si besoin. Et puis, on a aussi un autre mécanisme pour des plus gros montants. On a des sociétaires qui souhaitent mettre éventuellement pour des périodes aussi un peu plus courtes, de transition de vie ou autre, des montants de 50, 100, 300 000 euros. Dans ces cas-là, on a aussi d'autres mécanismes de compte courant d'associés, avec là une petite rémunération qui reste assez faible, je vais vous expliquer pourquoi, sachant que les parts en tant que telles ne sont pas rémunérées, mis à part l'avantage fiscal. Et petite rémunération parce que l'argent que vous nous confiez, nous, on le renvoie directement vers les projets qui sont financés. C'est pas cette épargne qui nous sert à fonctionner. Le fonctionnement de la COP, nos salaires, il est payé par les accompagnements, par la formation, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc comme on prête à 2%, on ne peut pas se permettre d'emprunter à 3%. Donc, c'est quelle banque, du coup, derrière, pour reboucler avec les sujets de départ? Quelle banque sur quelle banque s'appuie la coopérative pour ces fonds? Crédit Coop. Oui, ce Crédit Coop, la nef. Alors, les banques chez qui nous on est, aujourd'hui, nos comptes sont au Crédit Coop.
encore. Donc, ouais, non, on est tous à la BNP. Non, nos comptes sont à Crédit Coop et on est en train de regarder avec la Nef. La Nef, on est très déçus qu'Yvan ne soit pas là aujourd'hui. On a un gros historique avec la Nef, historique positif avec la Nef. Ils sont sociétaires depuis longtemps et voilà, assez logiquement et avec leur nouvelle autonomie, on va avancer vers ce sujet-là aussi. Super, merci. Est-ce qu'il y a des questions spécifiques à la coopérative Oasis maintenant ou plus tard? Si, quand même, parce que vous dites, ok, c'est facile de donner son argent. En gros, on donne, ça rapporte rien, si ce n'est un avantage fiscal si on le place pour 7 ans. Et par contre, vous disiez s'il y a des montants plus importants, ça rapporte quelque chose, mais c'est un peu compliqué. En fait, c'est juste pour comprendre, l'idée c'est vraiment de prêter pour aider les projets, même si soi-même on n'est pas dans un projet. Exactement, ah oui. Okay. Il y a 800 à peu près, un peu moins de 800 sociétaires aujourd'hui, ils ne sont pas du tout dans les projets. Il y en a une petite partie de ces 800 sociétaires qui sont dans des projets, mais l'immense majorité des sociétaires qui nous soutiennent et qui ont apporté quasiment 10 millions d'euros à la COP sur les dernières années, ne sont pas partie prenante aujourd'hui d'une Oasis et peut-être n'iront jamais. C'est vraiment l'idée de soutenir ce mode de vie qui est justement plus soutenable. Mais si on peut enlever son argent, comment vous gérez les projets si les gens font... Ce serait pas possible, et si tout le monde retirait son argent? Alors, évidemment, il y a ce sujet-là, ça apporte une certaine fragilité. Donc, alors aujourd'hui, maintenant, la COP est quand même stable et les projets nous remboursent. Voilà. Donc les 50 projets qui sont accompagnés remboursent tous les ans les prêts qu'on leur a apportés. Donc ça nous permet aussi de rembourser les sociétaires qui souhaitent retirer leur part. Et là, aujourd'hui, on est dans une équation qui est relativement équilibrée. Évidemment, si demain, mais comme les banques, demain tout le monde retire son épargne à la banque, ils vont être en difficulté. Quand vous dites la COP, ça veut dire que ceux qui sont dans les Oasis, c'est vous qui centralisez l'argent des donneurs, des prêteurs, on va dire, et donc c'est par la COP que ça passe. Ça ne fait pas comme une banque, je ne me rends pas compte de la différence, mais en quelque sorte, vous êtes l'intermédiaire. C'est une bonne façon de voir ça. Et les Oasis viennent nous voir pour faire des demandes de prêts. C'est vraiment des prêts, c'est pas des dons comme expliquait Timothée. Et du coup, nous, on étudie les projets de manière très fine pour savoir si oui ou non on leur prête sur la base de ce qui a été mis par nos sociétaires. Oui, je précise parce que c'est pas open bar non plus. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas de venir nous voir pour qu'automatiquement on prête 200 000 euros. Il y a un processus, il y a une étude, il y a un audit qui est fait de 2 jours par Hugo en particulier, qui fait ça depuis des années, qui vérifie la solidité financière, la solidité du groupe, etc. Ce qui fait qu'on ne retient, entre guillemets, qu'une petite dizaine de projets par an. Sur combien qui sont... C'est très variable. Il y a des années où on va en recevoir 40, 50, d'autres où on est à peu près au niveau. Et encore une fois, ça ne veut pas dire qu'on prend tout le monde. Et ça dépend vraiment et des taux des banques. Et des taux des banques. Ouais. Ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas que les salaires qui comptent. C'est l'entièreté du projet. C'est-à-dire que les gens ne sont pas obligés de gagner tous 10 000 euros par mois pour qu'on prête de l'argent à ces projets-là. Et c'est ça qui fait la grande différence avec une banque, parce qu'une banque, elle va essentiellement regarder vos revenus, votre patrimoine, là où la coopérative va analyser la force du projet, les connexions que vous pouvez avoir, les partenariats, les compétences en interne, etc. Enfin, c'est beaucoup plus... Parce que, justement, la COP sait que ces projets-là, c'est pas juste une question d'argent. On peut être très très riche et foirer son projet au bout de 6 mois, quoi. C'est pas très compliqué. Oui, je me demandais sur le... Pardon. T'évoquais un turnover. Est-ce que du coup, à cette étape-là, pour garantir la cohésion du projet, est-ce que la coopérative réintervient dans les nouvelles personnes qui arrivent? Chaque projet est un peu différent, ça peut arriver. Nous, ça n'a pas été le cas, on n'a pas eu besoin de la COP. Alors, pour être totalement transparent exact, au moment où on a sollicité la COP, on était déjà dans les phases de turnover. Donc, une partie des 200 000 euros était destinée à rembourser une partie des sortants. Okay. D'accord ? Mais on en a eu d'autres depuis. Là, on n'a pas eu besoin de la coopérative, on s'est débrouillé entre nous. Mais ça pourrait arriver. Il y a d'autres projets sur les... Voilà, ça fait vraiment, en fait, le financement. Pareil, tu vois, dans les grandes différences par rapport aux banques, merci de cette précision.
c'est pas que pour financer du foncier ou des travaux. Typiquement, le fait de financer un turnover, ça fait aussi partie de la mission et de là où la COP intervient. Qui est l'inverse de la logique d'une banque, quoi. Il vous manque combien d'argent pour réussir à financer tous les projets que vous comptez financer dans les 12 prochains mois, par exemple? Alors, pas tant. En fait, je vais répondre plus. Notre objectif, on n'est pas dans un objectif de croissance. Notre objectif, c'est de pérenniser le modèle. Donc, on accompagne une dizaine de projets par an, ce qui nous nécessite à peu près une levée de 2 millions d'euros. 200 000 euros en moyenne pour chacun. Et l'objectif, c'est vraiment d'arrêter de lever, c'est ce qu'on fait pour l'instant, de lever 2 millions par an. Plus ou moins, tu vois, quelques pourcentages. Et si demain, par absurde, demain, si on lève 10 millions, on sera un petit peu, parce que c'est des projets qu'on veut accompagner vraiment. C'est pas juste réemprunter. Donc on ne saura pas faire forcément. On ne saura pas le déployer. Alors je te dis ça modulo la foncière, qui est un nouveau projet qu'on expérimente, et voilà, une foncière solidaire, où on va maintenant rentrer en direct sur les projets. Jusqu'à maintenant, on prête au projet, et on a été sollicité par des partenaires pour rentrer directement dans les projets. Donc on en est au balbutiement, et là ça peut effectivement changer un petit peu la donne au niveau de la levée de fonds. Ça nécessite parce que là c'est beaucoup plus de capitaux, potentiellement. Ça nous fait une super transition. Avant la transition, parce que la foncière, vous l'avez créée ou vous allez la créer? C'est créé, et il y a 1 ou 2 lieux qui sont en cours de. D'accord. C'est quoi exactement cette foncière? Alors, la foncière, c'est un véhicule qui va nous permettre d'investir de l'argent directement dans des lieux. Donc, ou pour acheter des lieux, ou pour faire des travaux de rénovation, pour servir notre mission, c'est-à-dire d'accompagner des habitats collectifs. D'accord? Donc, il y a des habitats collectifs qu'on va accompagner, formation, et en leur prêtant de l'argent. Puis il y en a d'autres, parce qu'on va une super opportunité, par exemple, on a un partenaire qui nous met un lieu en bail amphithéotique, qui nous prête pendant 100 ans. Bon, on va faire les 500 000 euros de rénovation nécessaires, et puis mettre un groupe et accompagner ce groupe-là dans la durée. Mais du coup, ça va être un projet qui va appartenir cette fois à la COP. Oui, ce qui est un petit peu différent du fait de financer des collectifs qui viennent nous voir et qui, encore une fois, peuvent utiliser cet argent pour plein de raisons différentes. Nous, chaque année, on forme donc, des dizaines de personnes au fait de vivre en écolieu, parce que vraiment, c'est quelque chose qui s'apprend. D'ailleurs, Edouard pourra vous en parler, c'est une formation qui s'appelle la pépinière. Donc c'est pendant 6 mois. Voilà, moi, j'ai fait cette formation, c'est absolument génial. On a des semaines d'immersion dans des lieux, on découvre vraiment ce mode de vie de l'intérieur. Et une des idées aussi de la foncière, c'est de se dire, à la fin de cette formation, les gens qui sortent, on peut les installer sur des endroits qui appartiennent du coup à la COP. Et qui sont directement... Donc ça s'appelle la foncière Oasis. Ouais, merci, on n'a pas encore le nom, mais on va réfléchir. Non, parce que bon, moi je connais Terre de Liens avec la foncière Terre de Liens, donc la foncière tout seul, ça ne dit pas grand-chose. C'est ça. En tout cas, c'est... Oui, c'est le même principe. Exactement. Et d'ailleurs, justement, sauf erreur, l'un des premiers lieux, c'est Terre de Liens qu'on fait avec eux, parce que c'est pas leur métier d'accompagner comme ça des collectifs, voilà. Et du coup, ils sont venus nous voir et c'est ce qui a abouti aussi. Donc oui, au niveau du nom, alors je suis aussi assez jeune dans la COP, donc j'ai pas encore tous les... Je ne sais même pas si on a un nom sur... Non, pas encore. Voilà. En tout cas, si ça vous intéresse, on pourra en parler. En tout cas, c'est sûr que l'argent qu'on collecte en ce moment, il y en a une partie qui ira dans la foncière, puisque pour l'année prochaine. Donc, du coup, c'est pas différent du point de vue du particulier, le fait que il n'y a pas un fléchage. Pas aujourd'hui. Tu vois, comme on expérimente aujourd'hui, on collecte. Peut-être que demain, peut-être qu'il y aura d'autres véhicules. Il y a un fonds de notation aussi. Qui sont les épargnants et les épargnantes, là, le profil? Levez la main dans la salle. Oui, c'est ça. Présentation de Ferme Envie. Qui êtes-vous? Donc moi je m'appelle Vincent Cross et je suis un des fondateurs de FEV, qui est une foncière solidaire. Alors, parce qu'on parlait de Terre de Liens, en fait des foncières solidaires, il y en a
je pense que j'en connais une trentaine aujourd'hui, sur plein de thématiques différentes. Souvent, c'est des thématiques sociales, sociétales et ou environnementales. Et en fait, nous, on est arrivé à cette idée de créer une foncière dans l'agriculture avec un cheminement qui a été assez long avec mes deux associés. En fait, au début, on réfléchissait on est un peu comme toi. Moi, je suis entrepreneur. J'ai créé une autre entreprise dans la téléassistance pour personnes âgées dans le passé, donc qui n'a rien à voir avec l'agriculture. Et j'avais envie de redémarrer une activité qui a un impact positif sur l'environnement. Je me suis intéressé à plein de sujets et assez vite je me suis focalisé sur l'agriculture qui fait face à de nombreux enjeux, que ce soit des enjeux liés au réchauffement climatique, à la biodiversité, à la gestion de l'eau, des enjeux sociaux et sociétaux aussi, et ça touche à ce qui nous nourrit tous les jours. Donc moi je trouve que c'est un domaine passionnant. Et on a essayé de réfléchir à ce qu'on pouvait faire pour accélérer la transition agroécologique qui, à mon sens, ne va pas assez vite. On s'est rendu compte qu'il y a un gros sujet de renouvellement des générations dans l'agriculture, avec la moitié des agriculteurs qui sont en âge de partir à la retraite d'ici 2030. Et en fait, on est convaincu que le meilleur moment pour changer la façon de produire, c'est justement au moment d'un changement de paysans sur la ferme. Et parce que lorsqu'on s'installe, on va définir une façon de faire, on va acheter des équipements et du matériel qui correspond à une certaine façon de produire. Et donc, c'est quand même plus facile de démarrer direct de la bonne façon, plutôt que de changer au bout de 10 ans. Et donc, c'est pour ça qu'on s'est intéressé à l'installation. Et en s'intéressant à l'installation, on s'est rendu compte que les 2/3 des personnes qui cherchent à s'installer aujourd'hui, c'est pas des gens qui sont des enfants d'agriculteurs. Ce qui est un gros changement de paradigme par rapport à ce qui se passait dans le passé. Et en fait, la difficulté pour ces personnes-là, ce qui n'était pas une difficulté dans le passé, parce qu'avant c'était les enfants qui héritaient des terres de leurs parents et qui s'installaient sur ces terres-là. Et donc la difficulté pour ces personnes-là, c'est l'accès au foncier et le financement de ce foncier. Parce que les terres agricoles, ça coûte cher. Ça coûte relativement peu cher par rapport à nos voisins européens, parce que pour vous donner quelques chiffres, l'hectare moyen en France coûte 6 000 €. Et alors c'est une moyenne, hein, ça peut partir de 1 500 dans certains coins à 25 000 30 000 dans d'autres. Donc il y a un gros écart type, mais la moyenne elle est à 6 000 en France. Et si on regarde en Espagne, Italie, Allemagne, Belgique, on est plutôt entre 15 et 50 000 € en moyenne selon les pays. Donc 6 000 € c'est quand même assez bas en France. Et c'est bas parce qu'il y a une régulation qui fait que le prix n'augmente pas trop, parce qu'on a voulu protéger justement la propriété agricole par les agriculteurs. Malgré tout, 6 000 €, quand vous prenez la taille de la ferme moyenne en France qui est de 70 hectares, là aussi avec des grosses variations, parce que si vous faites du maraîchage avec 1 ou 2 hectares, vous pouvez faire des choses bien, mais quand vous êtes en grande culture, en polyculture élevage, il faut un peu plus d'hectares. Donc bon, la moyenne c'est 70 en France, et donc si vous faites 70 fois 6 000, ça fait 420 000 €, ça fait déjà des sommes importantes, et on n'a même pas parlé de bâtiments qui vont coûter encore quelques centaines de milliers d'euros. Parce qu'il y a des bâtiments à la fois agricoles plus habitation. Et derrière, il faut aussi du matériel, des équipements qui vont aussi coûter quelques centaines de milliers d'euros. Donc on va dire que si on prend une moyenne et qu'on ajoute tous ces chiffres-là, l'ordre de grandeur pour une personne qui s'installe, ça va être de l'ordre de plusieurs centaines, et voire le million d'euros. Alors il y a des gens, ça va être 300 000, d'autres ça va être 2 millions, ça dépend des endroits, etc. Mais c'est l'ordre de grandeur. Et donc quand on parle de sommes de ce type-là, une personne qui cherche à s'installer, jeune ou pas jeune d'ailleurs, elle n'a pas forcément l'apport financier qui lui permet d'avoir les prêts bancaires qui vont lui permettre de financer tout ça. Donc on a essayé de réfléchir à ce qu'on pouvait faire par rapport à tout ça. Et assez vite, on s'est dit qu'un moyen de porter le foncier pour ces personnes qui cherchent à s'installer, ça pouvait être intéressant. Alors il y avait d'autres personnes qui font ça. Vous parliez de Terre de Liens tout à l'heure, j'en parlais tout de suite. Terre de Liens, c'est une foncière qui existe depuis beaucoup plus longtemps que nous, qui existe depuis 20 ans, qui fait ça aujourd'hui en France. Et
Et peut-être une des... ce qui nous différencie, nous, de Terre de Liens, c'est qu'en fait, on s'est rendu compte qu'il y a plein de gens qui cherchent à s'installer, qui ont des projets en agroécologie hyper intéressants, mais qui veulent potentiellement devenir propriétaires à terme de leur ferme. Et en fait, Terre de Liens, aujourd'hui, ils financent la ferme, ils la mettent à disposition sur une location sans donner cette possibilité de devenir propriétaire. Pour des raisons qui sont louables, hein, qui sont essentiellement le fait que considère que les terres agricoles ne devraient pas être de la propriété privée, et que le fait que les agriculteurs sont propriétaires de leurs terres pose des problèmes dans les transmissions. Malgré tout, nous, ce qu'on a vu, c'est qu'il y a plein de gens qui ont des super projets, qui veulent devenir propriétaires, au final qui n'y arrivent pas, et donc on s'est dit c'est dommage, et donc on a décidé de faire un fonctionnement qui est un petit peu différent, qui ressemble, c'est-à-dire qu'on achète les fermes avec la foncière, et ensuite on les met à disposition sous forme de location avec option d'achat. Donc les agriculteurs qui s'installent, agricultrices qui s'installent sur ces fermes vont être locataires et vont pouvoir acheter s'ils le veulent et s'ils en ont la capacité financière au moment où ils le souhaitent. Et ça, ce qui est aussi intéressant avec ce mécanisme, c'est que ça nous permet de... Alors je dis potentiellement parce qu'on en est encore au début, je vais vous dire un peu où on en est, mais on n'a pas encore eu d'option d'achat exercée, donc pour l'instant ils sont tous locataires. Mais l'idée c'est aussi de récupérer de l'argent pour permettre à d'autres de s'installer derrière et donc de recycler l'argent, entre guillemets. Vous existez depuis combien de temps? Et donc on existe depuis... la foncière elle existe depuis juillet 2021, donc ça fait 3 ans et demi. Et donc on a permis l'installation de... Là on est à 30 fermes en 3 ans et demi avec une progression. On a commencé doucement, on a fait financer 5 fermes entre juillet 2021 et décembre 2022, 11 l'année dernière, et cette année on va être à... On devrait finir l'année à 22, 23. On en a 6 ou 7 qui vont arriver en décembre. Donc, voilà. Et ces projets, ils sont un peu partout en France, même si aujourd'hui on a quand même un focus sur l'ouest de la France, parce que on a commencé dans l'ouest. Quand je dis l'ouest, c'est vraiment la moitié ouest, entre la Normandie au nord et l'Occitanie au sud, en passant par toutes les autres régions qui sont entre les deux. Parce que nous, on a quand même un vrai travail de terrain, il faut qu'on aille voir les fermes, il faut qu'on aille rencontrer les porteurs de projets sur le terrain, et donc on a besoin d'avoir une présence locale pour pouvoir faire ces choses-là. Et donc aujourd'hui on a des chefs de projet qui sont dans le sud-ouest, centre-ouest et nord-ouest, et pas encore sur la partie est, donc on a quelques projets qu'on a fait de manière assez opportuniste, principalement à côté de la Bourgogne, Saône-et-Loire, dans ces coins-là. Mais pour l'instant, c'est vrai que sur les 30 projets, il y a 27 fermes qui sont dans la moitié ouest. Vous les sélectionnez comment? On les sélectionne, c'est un peu la même chose que vous en fait. On a pas mal de projets qui sont proposés, et nous, notre rôle en fait, c'est... parce qu'après, j'ai pas encore dit comment on collecte l'argent, mais notre rôle, c'est on est un tiers de confiance entre des gens qui nous confient leur argent et des gens qui en ont besoin pour s'installer. Donc notre rôle, ça va être de bien choisir les projets, à la fois vérifier que le projet il est conforme à nos ambitions d'un point de vue environnemental, qu'il est sérieux et que les personnes ont l'expérience et vont avoir la capacité de se payer correctement pour vivre de leur métier. C'est quand même un gros sujet dans l'agricole, hein, c'est de vivre correctement de son métier. Quand on regarde les salaires moyens des agriculteurs, on est quand même assez bas, donc l'objectif c'est de vérifier qu'ils sont capables de se payer correctement au bout de quelques temps. Et aussi d'acheter la ferme, parce que donc la foncière elle est propriétaire alors principalement de terres agricoles, mais un peu de bâtiments aussi. Donc notre rôle c'est de vérifier qu'on achète ça à un prix correct, parce que l'objectif c'est pas de revendre dans les 2 ans, c'est de revendre à l'agriculteur s'il le veut et s'il le peut. Mais si par hasard son projet se plante et qu'il arrête, on va essayer de trouver quelqu'un d'autre pour le remplacer, mais si à un moment donné on doit revendre, il faut quand même qu'on puisse revendre à peu près au prix auquel on a acheté pour pas que les gens perdent de l'argent. Donc voilà, on fait un peu toute cette analyse, et donc on fait un gros tri dans les projets au final pour
choisir un peu ces 23 projets qu'on fait cette année. Et donc vous, les gens qui mettent leur argent, leur épargne, c'est un même système d'épargne citoyenne? Ouais, c'est l'épargne citoyenne. C'est qui ces sociétaires, pareil? C'est ouais. quoi leur profil Et les profils assez variés en fait. Donc depuis le début, donc ça fait 3 ans et demi, on a collecté, à la fin de l'année on devrait terminer aux alentours de 30 millions depuis le début d'euros, avec une grosse progression aussi parce que cette année on devrait finir l'année autour de 17-18 qui ont été collectés dans l'année. Alors c'est des montants qui sont énormes, mais en fait quand on achète une ferme ça va très vite parce que le montant moyen des projets qu'on a financés c'est 550 000 euros. Donc ça va assez vite parce qu'il y a des régions en plus où je vous ai parlé de 6 000 euros, mais il y a des régions où le marché il est beaucoup plus élevé que ça, donc ça nous arrive de financer des fermes qui coûtent assez cher. Et qu'est-ce que je veux dire? Et donc les gens qui ont investi ces 30 millions, on a à peu près, donc c'est le chiffre, j'anticipe un peu la fin d'année, on doit être à 28 aujourd'hui, mais c'est ce qu'on anticipe à peu près sur la fin d'année. On a à peu près 22 qui viennent de particuliers, et on devrait finir l'année, on aura à peu près 2200-2500 personnes qui ont investi. Des sommes, alors nous le début c'est 500 euros. Assez proche de vos 1000 euros, c'est à peu près le même ordre de grandeur. Donc ça commence à 500 euros et il n'y a pas de maximum non plus, même s'il y a quand même un maximum qui est qu'on ne veut pas qu'il y ait quelqu'un qui ait plus que, je crois, 15% de la totalité. Donc il y a un max qui évolue avec le montant total et qui est assez haut parce que 15% de 30 millions, ça fait des sommes qui sont assez élevées. Un milliardaire russe par exemple? Ouais, mais après on a justement dans la typologie des gens qui investissent. Donc la moyenne des investissements des particuliers, c'est 10 000 euros. Mais avec un gros écart type, parce qu'il y a des gens qui mettent 500 euros et on a des personnes qui ont mis plusieurs centaines de milliers d'euros. On en a quelques-uns qui sont, eux, pour le coup, des gens très riches. Et la médiane, c'est intéressant aussi, donc la médiane, elle est plutôt aux alentours de 4 000 à 5 000 euros pour les 2000 personnes qui ont investi. Les profils des personnes, c'est un peu comme vous, il y a un peu tous les âges, jeunes, plus âgés, etc. C'est souvent, donc il y a le même système d'incitation fiscale, c'est-à-dire que c'est une foncière solidaire qui a l'agrément ESUS et qui permet donc de donner droit à 25% de réduction d'impôt aux gens qui investissent, avec les mêmes conditions d'obligation de conserver les titres pendant 7 ans, avec les mêmes plafonds, parce qu'il y a des plafonds à hauteur de 10 000 euros par an, et voilà. Et donc on a la majorité des gens qui vont investir entre 500 et 20 000 euros. C'est des gens qui le font parce qu'ils veulent avoir un impact avec leur argent, un impact positif d'un point de vue social et ou environnemental, qui se disent qu'en investissant dans de la terre agricole, ils prennent relativement peu de risques. Alors il n'y a jamais zéro risque dans aucun investissement, mais c'est vrai que le fait d'investir dans un actif tangible qui historiquement a pris de la valeur doucement mais de façon assez régulière, ça réduit un petit peu les risques. Et puis après il y a cette incitation fiscale qui permet d'améliorer les choses d'un point de vue financier, donc ça permet d'attirer ces gens-là. Et après on a quelques personnes qui ont investi 100 000, 200 000, 300 000 dans les mêmes conditions que les autres, sauf que eux ils bénéficient pas de la réduction d'impôt, donc ils font vraiment ils ont envie, c'est pas un don, donc c'est souvent ces gens-là ils ont souvent une poche où ils font des investissements qui rapportent certainement beaucoup plus que ça. Ils ont un peu d'argent où ils font des dons, et là on est dans un truc un petit peu entre deux. Et donc on a une dizaine de personnes qui ont mis des tickets comme ça entre 100 et 300 000 euros. Bon, c'est pas beaucoup, mais tout de suite ça fait des sommes importantes. Tu me donneras et après je vais juste finir, et après donc on a quelques investisseurs institutionnels c'est les 8 millions qui restent, qui ont investi aux côtés des particuliers dans les mêmes conditions qu'eux aussi. C'est la Caisse des dépôts, et c'est des fonds qui investissent dans l'économie sociale et solidaire. Donc il y a des fonds qui investissent spécifiquement dans l'ESS. C'est des fonds qui sont financés par l'épargne salariale des particuliers principalement, parce qu'aujourd'hui quand vous êtes salarié d'une entreprise, vous avez, quand on vous propose de l'épargne salariale, l'entreprise est obligée de vous proposer un produit d'investissement solidaire
Et en fait, ce produit d'investissement solidaire, il est investi par des fonds, globalement toutes les banques françaises ont leur fonds solidaire, qui investit 90% normalement, enfin comme un fonds classique le ferait, et ils investissent 10% dans l'économie sociale et solidaire. Et donc c'est ces 10% qui sont assez souvent fléchés vers des projets de l'économie sociale et solidaire en général, mais souvent un peu fléchés aussi vers des foncières solidaires, parce que ce qu'ils aiment bien avec les foncières solidaires, c'est que c'est assez stable, il n'y a pas trop de risques de perte, et souvent ces fonds qu'on appelle les fonds 90-10, ils font la performance financière, ils la font sur les 90%, et sur les 10%, ils essayent d'être à peu près neutres, à peu près stables. Et donc on a 3 fonds qui ont investi, le fonds du crédit mutuel, qui a son fonds solidaire, le fonds du crédit coopératif qui s'appelle Ecofi, et un fonds du groupe BPCE. Ils ont une filiale qui fait des choses assez chouettes un peu dans l'impact, qui s'appelle Mirova, et qui a un fonds comme ça solidaire qui a aussi investi dans la foncière. Je regardais Raphaël parce que je sais qu'ils ont sorti une étude sur l'épargne salariale. C'est pour ça que... Qui vous? Ouais. Oui, on a un en fait sur Change de banque, on va mettre... Tu dois bien devant la caméra. Ouais, sur Change de banque, on a une partie qui parle de l'épargne salariale, où on pointe que une grande partie de l'épargne salariale est investie à minima un petit peu dans les fossiles, et surtout qui pointe que même les fonds qui sont marketés comme verts, je crois que c'est quelque chose comme 70% des fonds marketés durables qui investissent dans les fossiles, aussi sur l'épargne salariale. Donc on a un vrai enjeu sur l'épargne salariale, et du coup si ça concerne certains d'entre vous, certaines, on a un site qui s'appelle l'épargne salariale pour le climat.org, qui est une sous-catégorie de Change de banque, sur lequel on invite déjà à se renseigner, parce que le problème de l'épargne salariale, c'est qu'elle est assez floue, et qu'en tant que salarié, on n'a pas moyen d'avoir la liste des investissements. Donc il y a cette démarche-là, et puis nous, on peut du coup faire l'analyse pour les gens, parce qu'on a accès à des bases de données qui nous permettent de faire ça. Et ensuite, ce qui est intéressant dans l'épargne salariale, au-delà en effet, effectivement, ce qu'il y a dedans, c'est que 15% de cette épargne salariale est fléchée vers ces fonds dits solidaires, alors, qui investissent 10% dans les trucs bien, 90% potentiellement un peu moins bien, mais ça montre que en tout cas les gens qui choisissent, s'il y en a 15% qui choisissent ça, au détriment d'un retour financier, ça montre que ça attire quand même les gens, donc c'est plutôt positif, je trouve. Oui, complètement. Et puis même dans une perspective plus, nous, d'ONG, de mobilisation, c'est un sujet qui est hyper intéressant, parce que une fois qu'en entreprise, on a passé le truc de se débarrasser des gobelets en plastique et de mettre du bouillon dans la restauration collective, là, et qu'on ne veut pas encore aller s'attaquer au business de la boîte, parce que c'est risqué. L'épargne salariale, c'est un bon vecteur aussi de se rassembler ensemble et de réfléchir à on nous fournit de l'épargne salariale, qu'est-ce qu'on veut que ça soutienne, donc c'est un sujet intéressant. Du coup, je ne connais pas du tout le concept d'épargne salariale. Ah oui. Dans une boîte, j'en ai jamais entendu parler et tout. C'est à toutes les boîtes font ça? Non, l'épargne salariale, en général, c'est plutôt des grosses sociétés. Après, tu peux avoir de l'épargne salariale dans des petites entreprises. En fait, c'est pas obligatoire, donc les dirigeants peuvent décider de mettre en place de l'épargne salariale, mais c'est pas toujours le cas, et c'est souvent plutôt des sociétés de taille moyenne à grande qui mettent en place de l'épargne salariale. Et concrètement, en fait, c'est au lieu d'avoir une prime en fin d'année de 3 000 euros, ou 3 000 euros, c'est le max de la prime Macron. Mais du coup, la prime va être versée sur un fonds financier. Et donc, chaque année, tu vas accumuler de l'argent sur ce fonds qui, du coup, à la fin, là où ta prime de X milliers d'euros, tu la touches à la fin de l'année, elle est pour toi comme ça. Là, tu la touches pas directement, mais par contre, elle est dans un fonds, et du coup, fonds qui investit dans plein de choses et qui peut fructifier ou pas.
Et donc à la fin, quand tu pars, tu peux récupérer. Il y a une incitation en fait, un peu sociale ou fiscale, c'est-à-dire que pour l'entreprise, si elle te donne 3 000 que tu mets dans ton plan d'épargne salariale, elle ne paye pas ou peu de charges dessus. Et toi, tu ne payes pas non plus, je pense que tu payes moins ou pas d'impôts, et donc ça a un intérêt à le laisser sur ce placement que tu récupères un peu plus tard quand tu pars de la société ou tu as des cas de déblocage, genre quand tu te maries ou quand tu as un enfant, c'est ça. Oui, quand on a besoin de se loger aussi. Oui, c'est ça. Exactement. Après, Tu l'as peut-être entendu sous forme de participation-intéressement. Parce qu'en général, la participation-intéressement est fléchée sur ce type de fonds. C'est encore relativement jeune, comme je vous ai dit. Il y en a peu qui ont plus que 2 ans parce que on en a financé 5 il y a 2 ans et demi, 11 l'année dernière, beaucoup cette année. Donc pour l'instant, on n'en a pas. Il y en a qui ont des difficultés, c'est sûr, et cette année, le contexte climatique a été hyper compliqué, surtout en grande culture et en arboriculture. Donc il y en a qui ont souffert, il y en a certains là, qui nous ont demandé d'échelonner un petit peu les loyers. Donc on a échelonné les loyers avec 2 ou 3, je crois. Mais pour l'instant, on n'a pas de défaut, pas d'arrêt. Donc c'est plutôt positif, mais voilà, c'est malgré tout, il y en a certains que je connais un petit peu mieux que d'autres, surtout les premiers avec qui j'étais un peu plus en contact. Et voilà, c'est quand même pas une période facile, d'autant plus pour donc ils sont tous en bio, en conversion bio par exemple, et le bio souffre depuis 3 ans. Donc c'est pas forcément évident pour eux, mais pour l'instant, en tout cas, ils s'en sortent tous à peu près. Est-ce que dans les projets que vous choisissez, il y a une dimension collective aussi? Je pense par exemple aux fermes collectives qui émergent de plus en plus. Alors, c'est une bonne question et c'est assez marrant parce qu'en fait, nous, quand on a démarré notre projet, le premier truc qu'on voulait faire, c'était d'essayer de faciliter et de permettre le développement de fermes collectives parce qu'on est convaincu que c'est un super bon modèle. Et en fait, on s'est rendu compte que si on faisait que ça, on n'arriverait pas à avoir assez de... on n'arriverait pas à trouver un modèle économique qui fait que ça arrive à tourner, il n'y en a pas assez, quoi. Et donc, on ne fait pas que ça, mais dès qu'on a la possibilité de permettre un projet collectif ou de le faciliter, on essaie de le faire. Et donc on en a plusieurs. D'ailleurs des collectifs qui étaient dès le départ des collectifs et d'autres qui se sont créés petit à petit. Et on sait qu'il y en a certains qui veulent essayer d'agrandir et de créer un collectif. Typiquement eux, là ils sont 2, mais ils sont 2 et ils ont 2 salariés. Donc ils sont 4 déjà sur la ferme, mais leur objectif c'est d'associer d'autres personnes à la ferme. On a une ferme dans le sud-ouest, dans l'Aude, où il y avait une personne qui avait repris l'activité, c'était de la production de lait principalement. Alors lui, il va faire la transfo aussi bientôt, mais lui, c'était trop grand pour lui, il voulait qu'il y ait d'autres personnes qui s'installent. Donc il y a 2 maraîchers qui font aussi des fraises qui sont installés sur une petite parcelle, parce que voilà, ils sont installés sur 3 hectares tous les 2. Et puis une personne qui fait des céréales et qui les transforme. Et ils se partagent un peu les parcelles entre tous. On a un projet qu'on va financer, je crois que c'est ce mois-ci, où c'est 2 paysans boulangers et 2 maraîchers qui vont s'installer, donc à 4 ensemble. On en a quelques-uns où ils sont 2 aussi, avec des projets un peu différents. Et là, je pense à un projet en Bretagne où il y a un paysan boulanger et c'est sa compagne qui, elle, s'est installée pour faire du fromage de brebis. Donc on va dire que c'est un début de collectif, ils sont 2, après c'est un couple, donc je ne sais pas si on peut considérer que c'est un collectif. Mais en tout cas, ils font 2 activités agricoles différentes l'un à côté de l'autre, donc c'est le début en tout cas. Et là, on est en train d'essayer d'aider 4 à 6 personnes en région parisienne là aussi à s'installer, donc on en a quelques-uns. Et c'est vrai que quand il y en a, nous on trouve ça super chouette, donc on fait tout pour essayer de les pousser. Mais voilà, il n'y a pas que ça.
semblait que Terre de Liens, eux, ne faisaient pas les prêts avec la réduction d'impôts. Je me trompe ou en fait c'est votre particularité aussi? Des prêts? Enfin, le fait qu'on ne donne pas notre argent, mais on le prête puisqu'on peut le récupérer. Alors, que ce soit Terre de Liens ou nous, ou en général les foncières solidaires, alors il y en a d'autres qui font différemment, mais et Terre de Liens comme nous, pour le coup, on fait pareil, c'est-à-dire que c'est pas un prêt, vous devenez sociétaire, vous achetez des parts sociales de la structure, et après, vous pouvez demander à revendre vos parts sociales, auquel cas, en général, et nous c'est ce qu'on fait, ce que fait Terre de Liens, c'est ce que font beaucoup, ça se fait sous forme de réduction de capital, donc c'est la structure elle-même qui rachète les parts sociales de la personne qui veut désinvestir. Et ça, nous, comme beaucoup d'autres, hein, ce qu'on fait, c'est qu'on permet cette sortie, ce désinvestissement, une fois par an. Donc on ne le fait pas au quotidien parce que sinon ce serait super lourd à gérer. Donc les gens peuvent faire la demande avant le 31/12 de l'année et la sortie se fait le lendemain de l'AG qui valide les comptes, donc quelques mois après. Ce qui fait qu'il y a une certaine liquidité, mais elle n'est pas parfaite. C'est pas la même liquidité que dans un livret A ou quelque chose comme ça. Il faut en avoir conscience aussi quand on investit dans ce genre de choses. Mais il y a malgré tout, on propose une certaine liquidité. On va conclure avec une petite question pour vous trois. Question surprise, je ne l'aurais pas donnée à l'avance. Parce que ce qu'on fait, c'est... On est plus dans la lutte contre un système que dans le fait de promouvoir un système alternatif. Donc idéalement, dans 10 ans, le système qu'on combat n'existe plus. Après, de manière réaliste, du coup, maintenant. Dans 10 ans, on a arrêté de parler d'expansion fossile et du coup, on arrive à s'intéresser à d'autres sujets qui soient liés à l'agriculture, au transport, etc. Voilà. C'est moins de 2 minutes. Super, mais tu as déjà répondu à cette question par le passé ou c'était déjà fini? Alors, moi j'ai plus souvent tendance à dire que j'aimerais qu'on disparaisse que les autres qui sont privilégient la voie réaliste, mais c'est quand même des sujets auxquels on réfléchit souvent en tant qu'orga de notre raison d'être, et donc quand on parle de notre raison d'être, on parle de l'horizon qu'on projette à 5, 10, 15 ans. Merci. J'essaie de faire rapide. Dans 10 ans, on aura accompagné un mouvement général qui aura permis d'avoir un habitat collectif dans chaque village en France. Voilà. Après, qu'est-ce que la structure, la COP en tant que telle aura fait, c'est pas très important finalement. Mais je pense que pour moi, ce serait ça l'objectif. Un habitat participatif par village. Moi j'aimerais bien qu'on n'existe plus aussi, hein. Moi je suis comme toi, hein. Parce qu'en fait on vient résoudre un problème qui devrait être traité de manière un peu plus globale par l'État. Donc dans l'absolu on n'existe pas, ça me va très bien. Après j'y crois moyennement. Mais oui c'est un petit peu pareil. Donc après on fait ça, on aimerait avoir un certain impact et donc ce qu'on se dit souvent c'est qu'on aimerait bien arriver peut-être entre 50 et 100 projets nouveaux par an d'ici quelques années. Mais l'idée c'est surtout de sentir qu'on a un impact, que les gens sont contents. Et c'est vrai que quand on discute avec des agriculteurs et agricultrices qui sont installés, on a toujours des super retours, donc c'est quand même assez cool de voir ça. Mais on n'a pas vraiment d'objectif en quantité ou en chiffres. Ce que j'aimerais bien voir, c'est une vraie transition aujourd'hui, parce que quand on parlait du bio tout à l'heure, ça évolue pas très vite, voire des fois ça régresse un petit peu. Donc voilà. En tout cas, merci beaucoup. On poursuit les échanges lors d'un cocktail. Oui.